Oh oui, bonjour et bienvenue aux accros du micro. Alex Coder avec vous, en compagnie de Véro. Véro, comment ça va? Ça va bien! Salut tout le monde, bonsoir. Ça va toi-même? Comment vas-tu? Moi, c'est la pleine forme, Mais avant de commencer notre émission, j'aimerais prendre un petit 30 secondes, si tu me le permets. Avec plaisir. Anyway, c'est moi qui commence l'émission, fait C'est que ça. je peux faire ce qui me tente, puis la semaine prochaine, ce sera ton tour. Parfait. Je Je parle par-dessus. Parfait. OK. On parle en même temps. T'es-tu prête? Oh oui, 1, go! 2, 3, on dit pogo. 1, 2, 3, pogo. Ah, OK. ça a bien été. Ça a bien été? OK, oui. Je sens que ça va être... je sens que je vais rire tout le long. Ça va être une émission avec ce genre de vibe-là, cette ambiance-là. Oh, mot anglais, Big Brother? Oui, Arrête c'est ça. d'écouter. Bon, c'était pas ça mon point de vue. J'aimerais remercier les abonnés car nous avons dépassé les 2000 fidèles. Oui, on est une secte, ne l'oubliez pas. Et tout ça sans vraiment faire de publicité. Oui, c'est assez... je veux pas dire étonnant dans le sens que c'est bon ce qu'on fait, puis on est fiers. Fait qu'en fait, on est extrêmement content de voir qu'il y a un engouement, que les gens sont là pour nous écouter. Merci d'ailleurs à vous tous et toutes. Puis, comme on dit, en fait, ça nous stimule de semaine en semaine. On a un grand plaisir à faire ça, puis on veut continuer. Puis on voit que ça poigne, comme on dit. Fait que petit train va loin. Ah oui, étape par étape, on sautera pas aucun escalier, hein? On court pas dans les marches. On m'a toujours dit, ne courez jamais dans les escaliers, sinon vous allez vous blesser. Donc, une marche à la fois. Comme autour de la piscine non plus, tu cours pas. Ouais, mais c'est pas mouillé les escaliers. Fait que bref, on va pas là. Mais, tu sais, c'était à Saint-Valentin, va pas là. OK, bon. Non! On a un gros programme Oui! cette semaine pour vous. Hey, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on peut pas se réchauffer en parlant. Bon, OK, ça veut absolument rien dire, cette phrase-là, mais cette semaine, on va troquer là, les nouvelles sur le radar pour examiner et décortiquer ensemble le calendrier des assouplissements sanitaires. En analyste aguerri, Alex nous offre son compte-rendu du Super Bowl et du spectacle de la mi-temps. Je fais ça, moi? Ah, en tout cas, j'espère que t'es prêt. C'est de ça que tu vas parler. Sinon, moi, je pourrais pas, je l'ai pas écouté. On troque aussi notre controverse de la semaine. Tant qu'à troquer une fois, on troque deux fois pour une discussion sur la place que la musique occupe dans nos vies, les souvenirs qui s'y rattachent. Est-ce que vous connaissez ça, le Hug? Mais je vous invite au Danemark pour découvrir l'art du bien-être. Et combien, selon vous, un bout de papier déchiré en deux peut valoir? Ben, on va le découvrir en fin d'émission. Bienvenue aux accros du micro. La semaine dernière, nous avons fait une émission spéciale Saint-Valentin. Donc, nous avons pris la décision de ne pas parler du calendrier de déconfinement qui a lieu la semaine précédente. Qui a été annoncé, ouais. Qui a été annoncé. Ouais. Mais là, je me dis que c'est quand même important et le monde, peut-être, sont un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de dates. Il faut le dire, il y a beaucoup de dates. Puis on s'entend, c'est à chaque pas mal lundi qu'il se passe quelque chose. Puis la date qu'il faut entourer dans notre calendrier, c'est le 14 mars. Le 14 mars, vous allez voir. Vous connaissez-vous La Reine des Neiges, la chanson Délivré, libéré? C'est à peu près ça qu'on pourra chanter le 14 mars. Mais pour l'instant, trêve de blabla et je veux avoir ton opinion sur certains assouplissements. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt selon toi? Je sais que tu les connais pas tous. Hein, non, vas-y, fais-nous donc un petit résumé là, de je vais vous faire d'où on en est. Là. D'où on en est, c'est sûr que ça a commencé le 12 février. Ouais. Donc, on est un petit peu en retard. Mais le 12 février, il n'y avait plus de limite dans les maisons, mais la santé publique recommandait 10 personnes. Est-ce qu'il y a vraiment eu des petits parties comme notre beau premier ministre aime dire? Non, moi, je pense pas. Là, c'était quand même le Super Bowl. Et je vais revenir justement sur le Super Bowl. Nous, on était 3. Ah, c'était raisonnable. Très raisonnable. C'est sûr, maintenant, il y a la levée des restrictions pour les visiteurs en CHSLD et RPA aussi à partir du 12, ce qui fait du bien à nos aînés et à la santé mentale. À partir du 14, c'était Saint-Valentin. Oui. Qui dit Saint-Valentin, dit réouverture des gyms et des spas. Qui dit, absolument, pourquoi là, pas, vient pas sans l'autre. Mais à 50%. Ça, oui. À 50% de capacité. Oui. Donc, c'est bien. Selon moi, c'est quand même bien parce que les gyms ont souffert beaucoup. Oui. Et pour avoir une bonne santé mentale, faire de l'exercice, là, tu sais, ça, c'est un boboule qui te le dit, là. C'est primordial. C'est primordial. Ouais. Mais ce n'est pas tout parce que c'était aussi la reprise des pratiques de sport pour adultes. Tant qu'à être dans le sport, allons-y jusqu'au bout. Et les limites pour les spectacles extérieurs est passé à 5000 personnes.
Dans mon souvenir, la semaine qu'il a fait cette annonce-là, faisait à peu près moins 23. Ouais, avant qu'on voit le dénouement, en fait, la représentation de ça, là, qu'on puisse utiliser ça sera pas avant cet été, là, de toute façon. C'est ça. Fait que 5 000 en fait, c'est qu'il y avait, en temps normal, il peut avoir quand même des festivals l'hiver. Oui. Il y avait Igloo Fest en temps normal, là, au début de l'année, là, qui n'a pas pu avoir lieu. Ça aurait pu être un cas où on aurait pu avoir 5 000 personnes dehors sur un site de festival. La prochaine étape va venir lundi prochain, le 21, mais avant, coup de théâtre. Oui. Volte-face de notre gouvernement. Le passeport vaccinal va disparaître. Grosse nouvelle quand même. Moi, c'est lui qui... Je te dirais que c'est ça qui me... Qui vient de chercher un peu plus. Je suis vraiment mitigée par rapport à ça. Je t'ai même pas laissé finir. Ouais, j'aimerais te dire qu'à partir du 16, les magasins grande surface, SAQ et SQDC, baillent le passeport vaccinal. Ouais. OK. Bon, c'est pas plus grave. C'était les derniers qui l'ont eu. Les quincailleries chialaient beaucoup. Oui, puis il reste quand même que ce sont pas des lieux dans lesquels tu vas passer 1h30. Là, non, tu fais ce que tu as à faire, puis merci, bonsoir, tu t'en vas. Après ça, c'est sûr, il y a les lieux de culte, le 21. Ouais. Lieux de culte et salons funéraires. Mais il faut dire que, selon le premier ministre, les funérailles, t'avais déjà pas de passeport vaccinal. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de l'avoir dit. Mais après ça, il ne se passera rien jusqu'au 14, où est-ce qu'il y aura la levée. Parle pas tout de suite, s'il te plaît. Je voulais pas t'interrompre. Mais j'ai rien dit. Non, mais je l'ai vu. Attendons de parler à qu'est-ce qui arrive le 14 pour, après ça, notre mécontentement. Parce que toi et moi, on se rejoint là-dessus. Fallait peut-être pas l'enlever partout. Mais on va s'en reparler. Ouais. Parce qu'à partir du 21, tous les commerces pourront rouvrir à 100% de capacité. Ça va leur faire du bien. Moi, je pense que... Oui, bien ça, de toute façon, la limite de 50%, elle a été remise pour la 5e vague Omicron, puis ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Non, pas longtemps. Fait qu'en même temps, c'est ce qui est bien, les grosses compagnies vont juste faire plus d'argent que ce que je te dis. Là, ça, je suis quand même d'accord. Là. Et il y a une affaire, toi, je sais que tu aimes bien les arts. Absolument, les salles de spectacle. Le retrait de la limite des 500 personnes imposées, bye-bye, mais on garde 50%. Ouais, mais... ça, tu vois, je trouve ça incohérent un peu. Ouais. Je trouve ça incohérent qu'on puisse pas être à 100%, mais que d'autres lieux, oui, mais qu'on enlève le passeport. Tant qu'à ça, laisse le passeport, mais fais 100%. Oui, c'est ça. 100% avec un passeport, je trouve que ça aurait bien plus d'allure. Après ça, le 28, dernière journée de ce deuxième mois de l'année, les tournois compétitions sportives vont recommencer. Télétravail, plus obligatoire, mais ils vont être recommandés quand même. Ouais, ça, les entreprises, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire. Lieux de culte et salles de spectacle à 100%, sauf, attention, chers fans du Canadien, le Centre Bell et le Centre Vidéotron ne pourront pas être à 100% le 28. Mais réouverture des bars et des casinos à 50%, parce qu'on aime tous le chiffre 50%, ça a l'air. Mais tu savais-tu que quand tu avais 50% à l'école, tu coulais, mais à l'université, tu passais. Moi, je dis ça comme ça. Mais on n'aura pas le droit de danser ni karaoké. On sait que Dr Horacio Arruda adorait le fameux karaoké parce que c'est ça qui a commencé la vague Omicron. Sinon, les restaurants et les bars devront fermer, par exemple, à 1h et le dernier service sera fait à minuit. Là, on arrive à la date fatidique. Du 14 mars. Le 14 mars, oui. C'est le retour de la danse et du karaoké, Véro, dans les bars, les casinos, les restaurants, les grandes et aussi les bars, les grandes salles de cinéma, le Centre Bell, tout à 100%. Et comme dit notre premier ministre, l'essentiel des mesures seront levées le 14. Mais c'est vraiment la date... C'est la date butoir qu'ils se sont mis. C'est le 14. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver le 14, mais c'est le 14. Mais là, je vais revenir sur le passeport vaccinal. Oui. Toi, enlever le passeport dans un restaurant, pas très chaude à l'idée? Non, moi, je trouve ça vraiment pas une bonne idée. En fait, de retirer le passeport, je trouve que c'est pas une bonne idée en partant. C'est vraiment... Pour moi, ça fait comme... Tu sais, c'est entré en vigueur le 1er septembre, je pense. Ouais. Fait que là, ça va faire comme grosso modo 6 mois. Et on dirait que j'ai le goût de me dire, OK, tout ça pour ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de précipité. Je veux dire, là, à peu près une semaine, le gouvernement était encore... Ben, une semaine, 2 semaines, il était encore un peu sur ses gardes, tout ça. Tu sais, puis là, bang, du jour au lendemain, le calendrier s'est précipité, on a des dates, tout est beau, puis là, d'ici un mois, c'est comme si tout ça n'existerait plus. Moi, je trouve que ça sent vraiment les élections.
Oui, c'est ça. Quelqu'un veut gagner ses élections. Je sais ça. Tu sais, je comprends. Je suis vraiment en accord avec le fait qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus-là, puis retrouver des genres d'habitudes, somme toute, bon, plus ouvertes ou un peu comme avant. Mais tout d'un coup, là, c'est comme on vire de bord complètement. C'est comme boum, 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 boum. C'est ça. Fait que il y a la crainte, je pense, de la montée de la grogne, puis la date du 3 octobre 2022. Ouais, mais il faut dire aussi, je te rejoins là-dessus à 100%. Sauf que moi, j'aimerais dire qu'à partir du 14, si théoriquement, tu peux mettre 21 000 personnes au Centre Bell qui sont théoriquement vaccinées, mais est-ce qu'on va demander le passeport? Non, il n'existe plus. Fait qu'est-ce qu'on va vraiment le savoir si tu es vacciné ou pas? Je ne le sais pas. Ben non. Mais là, ça veut dire que mon assouplissement, le fameux assouplissement que j'attendais... Ben là, oui, t'étais sénère, vas-y! Ça veut dire que en septembre prochain, je vais pouvoir me marier. Quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle, parce que si tu mets 21 000 personnes tous ensemble, moi, j'ai le droit à mes 100 personnes que je le sais, qui sont tous vaccinés. Masque ou pas, on s'en fout. Plus de passeport vaccinal. Puis regarde, la danse et le karaoké sera là. Fait que ça a l'air qu'il faudra que je fasse une danse avec ma mère pour mon mariage. Si vous avez écouté le Super Bowl le dimanche dernier, cette chanson-là vous dit quelque chose. Alex, moi, je t'ai écrit dimanche pour te souhaiter un bon Super Bowl. Et là, tu m'as envoyé une photo du verre dans lequel tu buvais ton breuvage, un beau verre en forme de ballon, mais que tu es concept jusqu'à la dernière goutte. Ah, jusqu'à la dernière goutte. Oui, moi, pour le Super Bowl, j'ai mes traditions, j'ai ma petite routine, mes petites habitudes. Et cette année, je suis allé au Renaissance, le centre de dons, et j'ai trouvé un verre Coors Light d'un ballon de football. Ah, c'est un nouveau verre? C'est un nouveau verre. Je l'ai acheté quelques jours avant le Super Bowl. Formidable. Et ce qu'il y avait dedans, c'est du crème soda. Ah, oui! Hey, ça doit faire 1000 ans que j'ai pas bu ça. Ça devait être... c'est la tradition chez nous. Un 2 litres de crème soda, là. On boit ça durant le match avec ben de la malbouffe. Cette journée-là, c'est de la malbouffe. Le match en tant que tel, j'ai pas vraiment envie de t'en parler. C'est un match plutôt ordinaire qui ne passera pas vraiment à l'histoire. Ah non? Victoire des Rams à l'arraché, des jeux controversés, surtout l'arbitrage en fin de match. Mais bon, est-ce que vraiment on peut parler de sport sans parler des arbitres? Non. Il y a toujours quelque chose à dire sur les arbitres. C'est sûr que quand tu donnes 3 punitions dans tout le match, puis dans les derniers 2 minutes, t'en donnes 8, il y a un problème. Il y a un petit problème. Là. Il y a dans le jargon, on dit des missed calls ou des ghost penalties, des pénalités fantômes où est-ce que t'es comme, il n'y a rien fait. Mais ça a l'air c'est une pénalité. Mais pourquoi les arbitres font... OK, je sais que c'est pas le sujet de ta chronique, non, mais on en vas-y. fera un sujet à un moment donné. Pourquoi les arbitres font ça? Ils doivent bien savoir que ça n'a pas de bon sens. Ben surtout je vais te donner une anecdote très intéressante, c'est que les arbitres au Super Bowl, ce sont les meilleurs arbitres de la saison. Il y a un classement d'arbitres. Il y a un classement d'arbitres et plus que tu as de meilleures notes, parce qu'ils sont évalués à chaque semaine, les meilleurs arbitres vont être au Super Bowl. Ah ben. Ouais. Bon, mais là, j'ai un paquet de questions qui me vient en tête, mais c'est ça. Si tu vois, ça va être le sujet d'une prochaine chronique. Je trouve que c'est super intéressant. Je t'oublie, j'en ai parlé à un moment donné. Mais là, toi, en fait, ce dont tu avais envie de parler, je pense, c'est le spectacle de la mi-temps. Le spectacle de la mi-temps. Non, mais moi, je suis à mon 17e Super Bowl. Que je regarde. Fait que moi, c'est sûr, je n'ai pas vu Michael Jackson dans les années 90. J'ai pas vu la fameuse boule de Janet Jackson avec Justin Timberlake. Mon premier Super Bowl, c'était l'année 2006, donc la saison 2005, pour ceux qui suivent un petit peu. C'était les Rolling Stones qui étaient là. Okay. Donc, sur 17 Super Bowls, sur 17 spectacles de la mi-temps, je te dirais qu'il est dans le top 3 facilement. C'est venu me chercher. La chanson que vous avez entendue en début de segment, c'est The Next Episode avec Snoop Dogg et Dr. Dre parce que c'était les têtes d'affiche. Faut dire que ça rappelle des bons souvenirs pour l'enfant des années 90 qui est en moi. J'ai lu sur les réseaux par la suite que selon certains, c'était le meilleur show. Le meilleur spectacle. Oui, ça a l'air d'être assez unanime. Moi, je les connaissais tous, sauf une. Mary J. Blige. Ouais. Bon. Malheureusement, je n'écoutais pas sa musique. Oui, c'est parce qu'elle était bonne. Oui, mais je n'écoutais pas vraiment sa musique. Quelques lacunes au niveau auditif, selon moi, en début d'émission. En début du spectacle. En début de spectacle, plutôt, oui. Disons que moi, je sais pas si c'était le poste que j'écoutais, je l'écoutais en anglais, mais le son sortait un peu cacane et on n'entendait pas bien Snoop Dogg, notamment dans The Next Episode. On l'entendait pas jusqu'à temps que j'ai vu sur les réseaux que peu de temps avant la chanson, il s'est allumé un petit joint. Bah,
pourquoi pas? C'est juste Snoop Dogg qui pourrait faire ça. Prendre un joint pendant un spectacle. Ça doit pas être le seul, sûrement pas. La performance d'Eminem, que dire de ce virtuose du hip-hop / rap. Moi, c'est mon enfance. Ça. Je suis né dans les fin 90, là, en 95, milieu littéralement. Fait que, moi, c'est mon adolescence. C'est la fin de mon adolescence. Ben, c'est ça. Pour nous, ça a un impact beaucoup. Revoir Kendrick Lamar. Après son album en 2017, il avait comme disparu des radars. Pourtant, c'est un virtuose de la musique. Il a gagné le prix Pulitzer de la musique, qui est une haute reconnaissance dans le domaine pour une de ses chansons. Je m'attendais à la chanson Humble, qui fait de lui... l'artiste qu'on connaît aujourd'hui, là, c'est Humble et DNA. C'est 2 principales chansons, mais malheureusement, il y en a chanté une autre que je ne connaissais pas. Faut dire que je ne le connais pas trop non plus, mais j'aime bien la chanson Humble. Et la fin, tout simplement, la fin du spectacle, où est-ce que tous les rappeurs sont ensemble. Et là, ils chantent une chanson qui s'appelle Still Dre. Je vais vous en faire passer un extrait. Écoutez ça, là, ça va vous rappeler des souvenirs. C'est pour vrai finir un spectacle avec ça. Et surprenant, voir 50 Cent avec sa chanson In the Club. Moi, personnellement, bon, OK. C'est une des premières musiques que j'ai écoutées. OK. Mais sa participation pour moi, Oui, comme on venait de parler de la performance de 50 Cent au Super Bowl, oui. Je veux te dire une anecdote quand même assez incroyable. Son CD, parce que là, on parle des débuts des années 2000, fait que quand tout le monde achetait des CD avant de pirater les chansons, Get Rich or Die Trying, sorti en 2003, avec justement la chanson In the Club, ce fut mon premier CD. Que t'as acheté? Que j'ai acheté. Ben, qu'on m'a donné. Qu'on t'a offert, ouais. Qu'on m'a offert. Parce que le CD de 50 Cent, c'est le premier CD que t'as eu de toute ta vie. Ouais. Fait que c'est sûr que voir 50 Cent sur scène m'a fait comme... Soit, waouh, je suis vieux, waouh, il a grossi, ou waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas encore dans quelle catégorie. Waouh, il est où mon CD? Ouais, dans ma chambre, dans mon garde-robe. Ah, tu les as encore? Ouais, moi, je m'en suis toutes départies un jour. C'est sûr que 50 Cent, plutôt, excusez. Et non pas 50 Shades of Grey. Oh, ouais, tu t'en allais ailleurs, Je m'en allais là, moi, je sais pas. C'était la semaine passée dans Saint-Valentin, comme s'il fallait parler de ça juste à Saint-Valentin, franchement. Ben voyons, ça s'écoute à chaque longueur d'année. On voit ce que t'as dans la tête. Oui, toujours. En tout cas, ça tourne autour du chiffre 50. On voit ça. 50, il n'y a pas de problème. Mais 50, lui, est devenu un acteur. Je sais pas si tu le savais. Non. Et il a joué dans quelques films. OK, jouer est un grand mot. Là. Il jouait souvent, désolé, mais c'est des gangsters ou un corrompu ou un bandit. Je sais pas pourquoi. Il y a comme la carrure de ça. Bah, écoute, il y en a qui ont la face pour ce rôle-là. Et là, je me suis dit, en faisant nos recherches, je me suis dit, ben Véro, pourquoi ne pas parler de la musique de notre enfance? Quel était notre lien vis-à-vis de la musique? Et si tu permets, je sais qu'en ce moment, puis tu me connais depuis quelques temps, tu sais que moi puis la musique, c'est 2 chemins carrément différents. Ben oui, t'es pas un adepte en ce moment, t'es pas quelqu'un qui écoute de la musique. Non, j'ai aucun groupe préféré, j'ai aucune chanson préférée, j'écoute la radio, mais il faut dire qu'à la radio, c'est toutes les mêmes chansons. C'est les radios commerciales, c'est de la pop. Très commercial, très, très commercial. Mais je me suis dit, écoute, je suis capable de faire un segment là-dessus, puis je veux t'entendre aussi à savoir, là, parce qu'on a une petite différence d'âge, c'est sûr. La Bolduc, c'était bon, hein? Tu l'as vu en concert? Oh, tabarnouche! La Bolduc! Seigneur! Eh non, je te blague, on n'est pas si différents. Mathusalem, c'est ton voisin, de gauche ou de droite? On recommence, là. Ça me tente plus, finalement, de parler de ça. Okay. Mais je voulais savoir, toi, Véro, la musique, quand tu étais jeune, là, quel genre de musique t'écoutais? Ben, la musique est entrée dans ma vie très jeune quand même, parce que ma mère écoutait beaucoup de musique, mais principalement de la musique québécoise et francophone. Puis là, à ce moment-là, on est dans le début des années 80, puis on est avec les vinyles, puis des cassettes. Puis d'ailleurs, je trouve ça vraiment navrant parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de vinyles. Puis exemple, Jaune de Jean-Pierre Ferland, qui est un album culte, mythique au Québec. Puis là, je vois beaucoup d'interrogations dans tes yeux, mais je t'enverrai plein de liens pour que tu ailles lire des affaires là-dessus après. Mais bref, c'est navrant, je pense pas qu'on les ait conservés. Tout ça pour dire que ma mère écoutait beaucoup de Jean-Pierre Ferland, Michel Rivard, Daniel Lavoie, Diane Tell. Et
ça a été avec ça que j'ai grandi dans les années 80. D'ailleurs, ça a bercé ton enfance. Là. C'est ça a les bercé mon premiers enfance. sons que tu as entendus quand tu as commencé à écouter vraiment de la musique. Oui. Que tu l'as ressenti aussi, veut pas. La musique, ça se ressent. D'ailleurs, oui, puis ça, j'ai-tu dit oui 40 fois? Oui. Les souvenirs se créent d'ailleurs avec la musique, puis des fois, on entend quelques notes, puis ça nous ramène juste à l'heure quand tu as parlé du spectacle de la mi-temps, des artistes que tu écoutais quand tu étais plus jeune, puis d'entendre juste quelques notes, ça te ramenait là. Fait que c'est ça qui est fabuleux. Moi, l'artiste vraiment qui me ramène automatiquement à mon enfance, c'est vraiment spécial, c'est Michel Rivard. Puis je trouve ça fabuleux parce qu'il est encore actif, puis qui fait encore des spectacles, donc on a encore accès à lui. Mon premier spectacle, c'était à mes 12 ans au Théâtre Saint-Denis. Avec ma marraine m'avait amené voir Michel Rivard. Donc, je sais pas, il occupe, lui, une place très particulière dans ma vie. D'ailleurs, la chanson « Je voudrais voir la mer », c'est ma chanson favorite de tous les temps. C'est relié à mon enfance, à ma famille, ma mère principalement. Donc, ça, c'est dans la première partie de ma vie. Mais après ça, ça change. Hein. Moi, ce que je trouve très drôle, là, puis après ça, je te laisse la parole, c'est que je me souviens, après ça, rendu ado, là, nécessairement, les goûts changent. Puis là, j'étais plus... j'écoutais beaucoup de musique des années 70, genre les Beatles, The Doors, Chicago. J'écoutais aussi de la pop, nécessairement, ce qui était à mode à l'époque. Puis ça, à ce moment-là, mon adolescence, moi, c'est les années 90. Puis je me souviens là, qu'on m'avait déjà dit à cette époque-là que mes goûts musicaux allaient changer avec le temps. Puis que genre, à 30 ans, 40 ans, j'écouterais probablement pas la même musique qu'à 14. Puis là, je comprenais tellement pas pourquoi qu'on me disait ça. J'étais en profond désaccord. Je me disais, comment ça, là, que j'aimerais plus, moi, je sais pas, moi, Baby, I Love Your Way de Big Mountain ou Always de Bon Jovi. OK, effectivement, là, aujourd'hui, j'écoute plus ça, puis j'écoute plus, malheureusement, les Vilains Pingouins ou Nirvana. Tu sais, ça évolue avec le temps, la musique. Nos goûts évoluent. Ah oui, totalement. Ça nous accompagne. Moi, aujourd'hui, la musique, c'est vraiment quelque chose qui est, qui suit mes émotions puis qui suit l'ambiance dans laquelle j'ai envie d'être. Ben, moi, j'aimerais te dire que malgré tout, quand j'étais un petit peu plus jeune, moi, c'est le côté hip-hop, rap. Je sais pas pourquoi. Hey, on n'est pas dans la même catégorie. Je comprends pourquoi tu m'as regardé avec Michel Rivard, Jean-Pierre Ferland. Ben, clairement. Je savais pas de quoi tu parlais. Là, je vais aimer je vais attirer les gens plus vieux là, de notre podcast. Là. Ben oui, mais moi, qu'est-ce qui venait me chercher, c'était ça. C'était le côté un peu gangster, bad boy, surtout des artistes solos. Si on parle de, justement, 50 sous pour la traduction québécoise. Il y avait Usher, il y avait du Eminem, Chris Brown. Grand adepte de Chris Brown, qui est le roi du R&B avec des petites chansons un peu d'amour et tout ça. Le garçon un peu rebelle dans ses vidéoclips qui cherche souvent l'amour, puis il fait ses pas de danse, parce que Chris Brown est un très bon danseur avant toute la saga avec Rihanna. Chris Brown avait beaucoup d'adeptes. Beaucoup de monde l'aimait. Après ça, c'est devenu un batteur de femmes. Puis il a comme changé de personnalité. Puis c'était comme plus le Chris Brown d'antan. Si je te fais un petit top 3, là, juste pour te dire, des premiers CD que j'ai eu pour te montrer, là, c'est Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Après ça, j'ai eu Yeah de Usher en 2004 et Encore de Eminem. En 2004. Lui, Eminem, je l'ai aussi. Donc, puis moi, c'était la chanson, c'est vraiment dégueulasse, je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup mes voisines qui m'ont fait aimer Eminem, la chanson Puke. Ah, oui, au début, on c'est entend. Dégueulasse, mais je me dis, je sais pas, ça venait me chercher. Ben lui, il a vraiment révolutionné aussi l'art du hip-hop dans le sens que... Oui. Merci à Dr. Dre de l'avoir découvert, parce que sans lui, on n'aurait pas connu notamment le film 8 Miles avec la chanson Lose Yourself, que maintenant, si tu connais pas Lose Yourself, écoute, c'est comme pas connaître Jean-Pierre Ferland. Je sais pas, t'es où, là, tu sais? Je sais pas c'était qui avant aujourd'hui. Mais non, vraiment. Non, j'avais déjà entendu son nom, mais écouter une chanson, je pense pas. Mais bref, moi, la chanson, tu sais, toi, c'est vraiment beaucoup sur chansons québécoises. Ben, c'est ce avec quoi j'ai grandi aujourd'hui. C'est très éclectique ce que j'écoute. J'écoute beaucoup de jazz, j'écoute de l'électro, j'écoute de l'anglo, j'écoute du franco, mais... Mais c'est sûr que si t'écoutes anglo, on s'entend qu'on se le cachera pas, c'est du commercial, hein? Fait que c'est soit des, c'est quoi le terme One Hit Wonder en français? Un One Hit Wonder, on peut se le dire, parce qu'en domaine musical, un One Hit Wonder, on s'entend que c'est pas mal tous les chanteurs actuels sur TikTok. Mais ça, on reviendra plus tard sur ça, parce que moi, le matin, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi le matin. C'était au matin de le ta matin, vie. Là, oui, le matin.
au petit matin, lors de mes 10 ans, lorsque je jouais à Madden, les jeux vidéo. Tu sais, j'ai déjà dit que je n'étais pas geek. Je ne suis pas un geek, un gamer. Mais les jeux de sport, moi, j'adore ça, jouer de temps en temps, une partie ou deux. Et c'est là que j'ai appris les chansons, notamment de Aerosmith. Oui. J'ai du AC/DC. Parce qu'avant les matchs dans le jeu Madden, que ce soit Madden 2005 à 2000, là on est rendu au 22e, ils mettent des chansons un peu plus rock. C'est du rock. Quand tu vas dans le sport... c'est vrai, c'est toujours du gros hard rock. Là. Du gros rock. Ouais. Puis moi, je n'ai jamais vu de prestations musicales. Je suis jamais allé dans un... T'as jamais vu un spectacle, non. En live? En vrai? Pourquoi j'ai dit live en même temps que toi, mais bon, ouais. Je sais pas, sauf une fois, puis j'aimerais raconter cette anecdote-là. 2013, je te ramène en 2013, OK? J'ai acheté, de ma poche, des billets pour moi et mon père et moi plutôt, excusez, pour aller voir les Giants de San Francisco contre les Yankees de New York. C'est pas des groupes de musique, ça? Non, attends, c'est du sport, attends. Mais j'y ai donné ces billets-là une semaine après qu'il a dit qu'il allait se présenter pour être maire. Fait que le timing égale 0. Et on arrive là-bas et je m'aperçois que c'est le retrait du numéro de leur closer, Mariano Rivera, grand joueur de baseball. Tout le monde qui connaît le baseball sait c'est qui. Et avant le lancer protocolaire, c'était Metallica qui a joué quelques-unes de leurs chansons. Ah, il était sur place, Ils étaient sur place. Ils ont joué à peu près 2-3 chansons. Donc, fait que t'as vu Metallica. Oui, c'est pas mal la première fois. Je les connaissais pas vraiment. Je connaissais pas leurs chansons. Ouais. Mais on s'entend, encore là, c'est un groupe de rock dans un événement sportif. Fait que moi, c'est vrai que c'est très associé. Fait que moi, la musique, pour moi, c'est quand je joue à des jeux vidéo, quand je m'en vais voir du sport. Mais sinon, moi puis la musique, pas vraiment l'idéal. On va te faire une playlist. Pour ta chronique, Véro, tu nous transportes au Danemark et tu vas nous parler du... Attention, j'ai écouté une personne qui prononce ton mot, le hugg. C'est pas mal. Oh, oui, c'est pas mal. Oui, c'est de ça dont j'avais envie de parler. Parce que, tu sais, Alex, là, je trouve que de ce temps-ci, ça brasse. Ça brasse beaucoup. Il y a tellement de divisions, de fractions, de querelles. Ça fait mal à l'humanité. Fait que moi, j'avais le goût d'un petit sujet plus douillet, plus caressant. Je voulais qu'on s'enveloppe dans une couverture tous ensemble et qu'on se réchauffe l'âme. Donc, tu parles du Danemark. Ben non. En fait, je parle de comment peut-on cultiver le bien-être. Oh. Parce que oui, au Danemark, il y a un concept d'un art de vivre, l'art de vivre à la danoise. C'est un concept difficile à saisir, puis un petit peu abstrait, parce que déjà, en partant, comme tu l'as dit, puis tu l'as bien prononcé, somme toute, c'est complexe à prononcer. Hein? C'est pas évident. Recommence? Vas-y donc. Hugg. Mais c'est bon, t'as aimé la petite vidéo qu'on a écoutée? Vraiment pas. Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'écrit H-Y-G-G-E, mais ça se prononce Hugg. En tout cas, vous irez voir, allez googler ça, puis mettez ça sur Google Traduction, là, ça va vous aider, mais tu vas devenir un spécialiste, je trouve que ça va bien à date. Merci. Donc, comme on disait, c'est un concept danois, mais à l'origine, c'est un mot norvégien. Ce mot-là, c'est ça, c'est tout pour nous mêler. Ce mot-là signifie bien-être, et là, il n'y a pas d'équivalent français à Hugg. Si vous allez sur Google, le visage venait avec. Si vous allez sur Google Traduction, là, vous allez avoir en français comme résultat genre confort ou amusement, mais c'est pas vraiment fidèle au sens du mot parce que le hygge, c'est une philosophie de vie qui englobe les idées de confort, convivialité, simplicité, bien-être. C'est carrément en fait l'idéal danois. Puis là, dans tout ça, c'est qu'on parle d'ambiance puis d'expérience plutôt que de choses tangibles. Donc, c'est pour ça que ça reste tout ça un petit peu mais il faut dire aussi complexe. Que les pays scandinaves sont souvent reconnus comme étant les pays où est-ce que les gens sont le plus heureux, ils ont le hugg facile. Oui, c'est vrai. Année après année, ces pays-là trônent toujours au sommet des pays où l'indice du bonheur est le plus élevé. Puis souvent, on se dit, mais pourquoi donc? Mais une des clés se trouve dans cet art de vivre, parce que hygge et bonheur sont liés. C'est la recherche d'un bonheur quotidien. Tu sais, c'est être ici et maintenant, savoir savourer l'instant présent et en tirer le meilleur. Mais là, pourquoi le Danemark?
pourquoi eux ont développé cet art-là, puis ont ce concept-là qui les porte à être plus heureux que tout le monde. Mais on explique que le besoin de réconfort pourrait être lié à la réalité des pays nordiques où les mois d'hiver sont longs, où la noirceur arrive tôt. Alors là, cette période-là pousse les gens à investir davantage leur chez-soi, entouré de la famille, des amis, d'où l'importance de créer un espace, une ambiance où le partage, la solidarité sont au premier plan. Fait que ça veut dire que pendant 2 ans, eux, ils l'ont pas eu facile pour voir du monde avec la pandémie quand même. Hein? Non, mais comme ça se vit à l'intérieur, je pense qu'ils ont peut-être pu créer leur petit cocon où le hygge pouvait se vivre quand même, mettons, dans une bulle familiale. Là. Je vais vous donner un aspect plus concret. On pourrait résumer la philosophie en 10 principes qu'on appelle aussi le manifeste du hygge. Je sais que tu aimes ça quand je le dis. Hygge. En tout cas, premièrement, c'est l'ambiance. Baisser la lumière. Deuxièmement, la présence. Donc, il faut être dans l'instant présent. On éteint nos portables, entre autres. Troisièmement, le plaisir. Fait qu'on dit let's go, chocolat, biscuits, gâteau, pas de limite. Quatrièmement, c'est l'égalité. Donc, c'est l'idée du nous qui passe avant le je. Cinquième principe du manifeste, c'est la gratitude. Sixièmement, l'harmonie. Pas besoin d'étaler les exploits là, de tout le monde, là, puis de faire son fraîchier. Septièmement, c'est le confort. Donc, mettez-vous à l'aise, pensez détente. Ensuite, on a la trêve. Donc, pas de drame. C'est pas le temps d'aller discuter de politique. Ça, c'est pour une autre fois. Il y a aussi l'être ensemble, donc de construire des relations et des anecdotes. Tout est très bon là-dedans, d'ailleurs. Très, très bon. Et finalement, c'est l'idée de refuge, donc de créer un lieu de paix et de sécurité. Alors, si vous avez vraiment envie d'approfondir le sujet, là, il y a un paquet de livres sur le concept, là, ça pullule, là, mais je vous suggère, moi, vraiment l'ouvrage de Mike Viking, le livre du hygge, Mieux vivre la méthode danoise. En plus, le livre comme tel, c'est un bel objet, facile, agréable à consulter. Donc, c'est très simple. Si vous voulez vivre le hygge, investissez-vous dans le moment présent et dans le plaisir qu'il procure. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas trop dans la vie. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Entre autres, combien un bout de papier déchiré en deux peut valoir selon vous? Puis là, bon, OK, c'est pas nécessairement un bout de papier. C'est comme une petite affaire en carton. Alex, je pense que tu vas nous éclairer à ce sujet. Ça peut valoir plus cher qu'on pense. Eh bien, si je te dis, est-ce que tu connais Honus Wagner? Pas vraiment. Puis en fait, mon pas vraiment, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Eh bien, c'est un ancien joueur de baseball qui a joué, attention, entre 1897 et 1917. Tu vois, lui, puis la Bolduc étaient à la même époque. Il était sûrement à la même époque. En 1909, il y a parce qu'on le sait pas trop, OK? Il y a entre 50 et 200 cartes qu'on a appelées les T206. Des cartes de joueurs. Des cartes de joueurs qui ont été mises en circulation. De ce joueur-là. De ce joueur-là. Et là, en ce moment, beaucoup de monde les recherche. C'est des denrées rares et tout ça. Regardez bien chez vos grands-parents, si peut-être vos grands-parents sont nés dans ces années-là. Vous êtes peut-être plus riche que vous le pensez. Ils seraient vieux, vos grands-parents. Bon, mais ça, c'est peut-être... On sait non, t'as absolument raison. Moi, je ne juge personne. Ben, c'est à peu près un petit peu plus de 100 ans. Mais bon, même plus que 100 ans, finalement. Je suis vraiment pas changeant. Non, mais c'est 1909, là, je pense, la carte, non? Oui, c'est une 1909, puis moi, j'ai lu une 1919. Fait que tu vois que je suis vraiment juste perdu, mais c'est pas grave, parce que la carte en question est déchirée. Puis là, tu l'as vu, hein? Toi, oui. Tu as dit, c'est quoi ça? Eh bien, ça a été vendu pour 475 959 $. OK, près de 500 000 $ pour une carte de joueur de baseball du début du 20e siècle déchirée en deux. Déchirée en deux, ouais. Incroyable. Et c'est fou parce qu'elle est quand même authentifiée. Parce que là, tu te dis, bah, si je la trouve, moi, puis elle est toute déchirée, comment je sais que c'est pas, dans le jargon, on dit une reprint, une reproduction? Oui. Eh bien, il faut la faire authentifier. Fait qu'il y a des spécialistes. Il y a des compagnies qui le font, comme celle-là en question a été authentifiée par PSA, qui est la plus grosse compagnie de gradation de cartes de tout genre. Maintenant, parce qu'avant, on disait des cartes sportives, hockey, baseball, basketball. Oui. Savais-tu que maintenant, il y a des cartes de Harry Potter, des cartes des Marvel, des cartes de Pokémon,
tout peut se faire grader, tout peut se vendre, tout se fait. Donc, tout peut prendre de la valeur. Tout peut prendre de la valeur, mais pas. Je te parle pas d'un joueur qui a joué la semaine dernière. Ça, non, c'est avec le temps là, que c'est avec ça... le temps. Et ce joueur-là est quand même un joueur qui a joué 21 saisons et qui a maintenu une moyenne au bâton de 329. Puis là, tu te dis, c'est-tu beaucoup? Oui, bien c'est ça, là, t'as vu ma face. Dis-toi que dans une année, là, si quelqu'un frappe pour 329, c'est sûr qu'il est considéré joueur le plus utile. Puis lui, il a maintenu ça en 21 ans de carrière. C'est tout simplement un prodige. Un prodige du baseball, mais dans ces années-là, c'est un petit peu plus facile, on se le cachera pas. Fait que la carte prend aussi de la valeur par rapport à l'importance du joueur et la carrière qu'il a eue. Une personne, mettons, un joueur qui aurait eu, mettons, une carrière un peu ordinaire va pas avoir autant de valeur avec le temps. Mais ça va dépendre aussi combien de fois... De la rareté? De la rareté du produit. Là, on parle entre 50 et 200 exemplaires de cette carte-là. Fait que là, si la carte déchirée à moitié valait près de 500 000 $, quelqu'un qui a une carte pleine, complète... Hey, mon Dieu, mais tu lis dans mes pensées, on dirait qu'on s'est consulté avant, mais malheureusement, c'était vrai. Bon, non, mais une carte entière, Véro. La dernière fois, ça s'est vendu aux enchères en août 2021, donc c'est tout récent. Oui. OK, t'es prête? Absolument. Est-ce que tu veux essayer de faire un juste prix? OK, vas-y. Attends un petit peu pour une carte. Le même joueur, là. Le même joueur, là. Wagner, là. Oui, de 1909. OK, la carte complète. Près de 500 000, ça doit être au-dessus d'1 million, j'ose penser, espérer. Et que tu es tellement loin. Arrête donc, 3-4 millions? Plus. OK, là, je décroche. 6,6 millions de dollars. Mais Seigneur, quand je disais au début du segment, il y a des choses absurdes dans la vie qui, pour moi, je comprends là, les gens qui t'aiment peut-être collectionner, mais il y a une idée un peu de moi, j'ai ça, puis je sais pas, ça me dépasse honnêtement, Alex. Tout cet argent-là qui est dépensé pour des objets comme c'est les collectionneurs. Ouais, okay. Et en tant que collectionneur, j'ai commencé des collections il y a quelques années et je m'y suis remis, là. Mais là, je me dis, j'espère trouver la prochaine denrée rare, mais il faut que j'attende. Avec ça, c'est comme jouer à la bourse. Tu gagnes ou tu perds. Bon, là, quand tu vas aller, mettons, à la salle de bain, aux toilettes, quelque chose, ou aller te chercher quelque chose à manger, je vais aller fouiller dans tes tiroirs. On va aller te piquer des cartes. Il n'y a pas de problème. Fait que si vous voulez, on dit c'est bar ouvert, venez vous servir. Et c'est ce qui va compléter notre émission. Merci à toi, Véro. Comme à chaque semaine, t'es littéralement d'une précision chirurgicale dans tes anecdotes et dans tes chroniques. Oh, c'est toi, monsieur Anecdote. Non, mais laisse-moi t'encenser. Je vais te lancer des fleurs. Le pot s'en vient très bientôt. Oui. Fait que là, j'ai une idée. Oui. On va prendre une photo, comme ça, il y en existera seulement une, puis check bien l'argent qu'on va faire.